Bienvenue dans Décoloniser, le podcast consacré à l'actualité antiraciste. Mon nom est Malika Sana et je vous retrouve chaque semaine pour aborder une question en lien avec le racisme. Décoloniser est un espace où parler de lutte, de résistance et où essayer de comprendre comment fonctionne le racisme pour mieux le combattre. C'est impressionnant à quel point 1998 a été une année riche en matière de lutte. C'est une année mémorable, je vais essayer de vous en rendre compte fidèlement. Je vous expliquais la semaine dernière que la France, comme tous les pays membres des Nations Unies, se trouvait obligée de participer à la conférence mondiale contre le racisme de 2001. Ça veut dire se retrouver dans une conférence qui va mélanger État et population civile, et l'État va devoir rendre des comptes sur l'action qu'il mène en matière de racisme. Et surtout, il va devoir le faire à égalité avec des pays comme l'Algérie, la Côte d'Ivoire, Cuba, etc. Et en plus, le faire dans un pays africain. Quand on connaît la psychologie des Français, et encore plus celle des officiels français, on imagine à quel point cette situation, elle est, mais pour eux, inenvisageable. C'est presque les insulter que de leur imposer ça. Mais ils se pensent aussi comme la patrie des droits de l'homme, le phare de l'humanité, et donc ils ne peuvent pas refuser d'y aller. Donc le gouvernement, au nom de l'État, est censé arriver à Durban en 2001 pour annoncer les grandes avancées du pays en matière de racisme. Sauf que on voit avec tout ce qui est évoqué dans ce podcast que la situation elle est quand même catastrophique dans ce domaine-là. Et là, on ne parle que de la politique intérieure, métropolitaine. Or, à partir de cette situation catastrophique, la France est censée aller se présenter au monde dans 3 ans pour lui donner des leçons. Donc on ne sait pas si c'est en lien. On ne peut que faire l'hypothèse, mais début 1998, la France décide de marquer symboliquement l'année 98 comme l'année des 150 ans de l'abolition de l'esclavage. Et surtout, sur ce sujet, elle va en faire des tonnes. Il faut se souvenir qu'à l'époque, la mise en esclavage des Africains dans l'univers concentrationnaire des Amériques, c'était pas un sujet qui était très discuté. Et c'est Jospin qui va donner le coup d'envoi en tenant des propos polémiques qui vont attiser le clivage gauche-droite. Donc on est le 15 janvier. Et Huguette Belliot, qui est une députée de la Réunion, élue du Parti communiste réunionnais, s'adresse au Premier ministre en lui disant « 1998 est l'année du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, le plus vaste mouvement de déportation de population de l'humanité. La France fut une puissance esclavagiste. Pour ne pas ignorer ce crime sans châtiment, ne faudrait-il pas à cette occasion réaffirmer les valeurs de liberté, égalité et fraternité de la République ?» Jospin lui répond, alors il ergote d'abord en parlant de Dreyfus, de la Déclaration des droits de l'homme, de l'abolition, et puis il dit, je cite, « Aujourd'hui, en 1998, l'ensemble de la France se rassemble dans des commémorations. Mais si l'on se replace à l'époque des événements, on est sûr que la gauche était pour l'abolition de l'esclavage. On ne peut pas en dire autant de la droite, on sait que la gauche était dreyfusarde et que la droite était anti-dreyfusarde. » Et immédiatement, dans l'Assemblée nationale, ça part en vrille, même Christine Boutin est déchaînée. La droite considère qu'elle a subi un outrage et elle quitte l'hémicycle. En réaction à ces propos, dans les jours qui suivront, il va y avoir de nombreuses prises de parole politiques, des tribunes, des lettres ouvertes. Ça s'affronte durement dans l'espace politique blanc sur ce sujet. Dans le même temps, un programme officiel très ambitieux est décliné en expositions, en hommages solennels, en publications, événements culturels, événements scientifiques. Ainsi, fin avril, Jacques Chirac reçoit 200 jeunes des départements d'outre-mer à l'Élysée pour une grande réception, pendant laquelle il lance le coup d'envoi des célébrations, et dans son discours, il déclare que la France doit rester aux avant-postes du combat pour la liberté et la dignité de la personne humaine. Il dit qu'il a tiré les principaux messages de l'abolition le 27 avril 1848, je cite, « Avoir confiance en l'homme, faire vivre ou revivre notre modèle d'intégration, être fidèle aux valeurs de notre République, mener sans relâche partout dans le monde le combat de la liberté et de la dignité, assumer pleinement notre devoir de mémoire qui n'a d'égal que notre devoir de vigilant. » Alors, Chirac n'est pas vigilant au point d'entendre les grévistes de la faim de Lyon qui, au même moment, lui demandent de supprimer la double peine. Mais bon, voilà, c'est un des événements de ces hommages officiels. Il y a aussi le 11 mai 1998, Éric Cantona et Stéphane Diagana qui parrainent une commémoration organisée au Stade de France par l'Association internationale des footballeurs professionnels et par le Groupement des athlètes français. Et puis d'autres événements, pas forcément officiels, comme le sympathique Foulquier qui réunit 15 000 personnes pour un concert de la liberté avec, par exemple, Manu Dibango. Sagacité qui va à Nantes remonter les traces de la mémoire. Et puis à Lyon, des comédiens, musiciens et chanteurs antillais et irois français qui portent des paroles d'esclaves sur une scène de théâtre.
dans tout ça, quand même, honneur est fait à l'abolitionniste Victor Schœlcher et à travers lui à la République. Comme quand le président du Sénat va inaugurer une plaque commémorative devant la maison où mourut Schœlcher, finalement, personne n'évoque trop le crime, ni les Africains mis en esclavage, ni leur lutte, ni les réparations. Mais il y a quand même quelques voix dissonantes. Par exemple, Emmanuel Deroux, qui grince dans Le Monde début avril, il dit qu'on aurait pu transférer les cendres de Toussaint Louverture au Panthéon à côté de celles de Schœlcher, mais problème technique, on ne pouvait pas les retrouver dans la fosse commune où sa dépouille avait été jetée. Il rappelle qu'une grande cérémonie aurait dû être donnée à la Villette, mais que comme le coût était trop élevé, l'État l'a joué radin, et ça a été annulé. Donc il repère quand même que tout ce vacarme est mis au profit de la France des droits de l'homme. Et des acteurs noirs vont faire irruption dans cet entre-soi pour protester contre le discours qui est tenu et qui est fait de la République qui est le héros, au lieu du marron, discours qui met de côté le crime. Or, quand on parle par exemple de la Shoah ou du génocide arménien, on fait de la pédagogie de l'horreur dans l'espoir que ça ne se reproduise pas. Alors pourquoi toute cette pudeur ? Dans ces acteurs, il va y avoir le COFAD, le collectif des filles et fils d'Africains déportés, dans lequel militait Hassani Fassassi, militant historique des réparations en France. Lui, il est factuel, il est radical. Tout ce dont l'État ne parle pas, lui, il l'expose et il fait de la pédagogie. Et il relie aussi cette histoire au présent et revendique des réparations matérielles. Il y a aussi le CM98, dont le porte-parole Serge Romana est souvent apparu à la télévision, on connaît son visage. La particularité de ce mouvement CM98, c'est qu'il est victimaire, commémoratif, construit sur le modèle du récit juif mainstream sur la Shoah. On ne peut pas cependant le comparer parce que la victime de la Shoah, elle est incarnée, elle est proche, elle est humanisée, quand en 1998, l'Africain esclavagisé, il est un impensé dans la société française. Et donc s'inscrire dans le victimaire, à ce moment-là, stratégiquement, ça a quand même du sens parce que c'est tenter de réhumaniser les personnes. Après, c'est aussi un registre nouveau qui est propre aux négropolitains parce que au pays, cette mémoire, elle est plutôt évoquée sous l'angle des résistances, du marronnage, du racisme, de l'anticolonialisme. Et toutes ces questions, elles sont débattues de manière très pointue. Tandis que le COFAD et le CM98 sont des mouvements de métropole. Et c'est vraiment important de le souligner parce que les choses, elles se nouent très différemment ici par rapport aux îles. Dans les îles, il n'y a pas eu de rupture. Les luttes pour transmettre la mémoire intacte, elles n'ont jamais arrêté et elles ont pris différentes formes, y compris avec le rôle qu'a pris la littérature qui mettait en histoire ce que la société risquait d'oublier. Tandis que ceux qui sont en métropole, qu'ils l'aient voulu ou non, ils ont subi une nouvelle rupture. Venir ici, ça n'est jamais anodin quand on est un descendant de déportés. Et en plus de ça, grandir en pays blanc, ça force à l'oubli. Toute la culture de lutte qui fait tenir debout là-bas, eh bien, quand on est ici, elle risque de se déliter, au point où ce sont parfois les militants africains comme Hassani Fassassi, qui est béninois, qui ont repris le flambeau. Pour comprendre aussi le ton victimaire du CM98, il faut comprendre que c'est aussi une manière de jouer avec les règles d'ici. Ils ont vu le CRIF et ils s'en inspirent. Mais l'important à retenir, c'est que le 23 mai, 40 000 personnes vont sortir dans la marche parisienne. Ce sont majoritairement des Antillais d'ici. Ils viennent honorer la mémoire de leurs ancêtres dans une atmosphère de recueillement. Et c'est une réponse puissante à l'invisibilisation qui était à l'œuvre. Ils viennent dire que les descendants d'esclaves ne se sont pas sentis concernés par la commémoration nationale aux allures d'autoglorification. Quelques organisations et personnalités vont s'y greffer, comme Fodé Silla ou Yannick Noah, mais c'est vraiment la population civile qui est sortie dans les rues. Et c'était très peu annoncé dans les médias mainstream. Ça n'a pu s'organiser que parce que les Antillais tissent en permanence un lien communautaire à travers des associations sportives, culturelles et autres, des radios, des événements. Et ce sont 200 de ces associations qui ont rendu cet événement possible. Cette marche, elle a institué ces hommes et ces femmes comme des descendants d'esclaves affirmés. Certains vont dire que c'est intérioriser le mépris que se définir ainsi. On n'est pas des descendants d'esclaves. En vérité, pour les gens d'ici, c'est assumer un pan de l'histoire collective qui est extrêmement difficile à assumer. Et c'est aussi la réparation d'un lien. Pour le CM98, l'identité des afrodescendants s'en trouvera renforcée et rééquilibrée parce que reconnectée aux aïeux. Et tout le sens de leur action depuis a été celui-là. Et d'ailleurs, ces derniers, les aïeux, ont été oubliés par leur marque. Ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces enfants leur ont rendu hommage parce que, rappelons-le toujours, les afro-descendants sont les descendants des Africains qui ont survécu au pire crime qui ait été commis contre l'humanité.
Surprise des badauds parisiens, près de 13 000 manifestants dans les rues, et pas un cri, pas un slogan, juste une marche silencieuse. Une façon d'honorer les morts, victimes de l'esclavage, et de défiler comme on va au cimetière, dans le recueillement, loin, très loin de la commémoration officielle du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. C'est une commémoration qui a consisté s'autosatisfaire donc de l'abolition de l'esclavage et à sortir un slogan que l'on trouve, sans exagérer, tout à fait révisionniste. Tous nés en 1848, ça nous a profondément vexés. Nous sommes les descendants de fils et filles d'esclaves, nous n'avons pas honte actuellement de le dire. Sportifs, showbiz, mais également élus de toutes tendances étaient présents. La manifestation se voulait œcuménique. Parmi les anonymes, des manifestants venus de toute la France, Nantes, Marseille, Lille, entre autres. Comme ce sont de mes ancêtres qui ont été persécutés, alors je me sens concernée aussi. S'il n'y a plus de blessures à l'extérieur, mais il y a des blessures à l'intérieur, donc il faut le montrer, il faut le dire. Il faut au moins qu'on accepte de reconnaître ça, quoi. La manifestation s'est dispersée en fin d'après-midi comme elle avait commencé, dans le calme et le silence. Alors, la différence de ton entre les luttes, les commémorations ici et là-bas, une journaliste du Monde va la constater en allant participer aux commémorations depuis la Martinique. Et elle est frappée de voir parler de révolte des esclaves, d'entendre de la colère, de la fierté aussi, parce que il y a que quand on est sur place, on ne peut pas oublier. Tout rappelle cette histoire, y compris l'organisation de la société. Et donc le devoir d'oubli qui est imposé par la France après l'abolition, il n'a absolument pas été respecté là-bas. Et il n'y a d'ailleurs plus que les béquets pour rappeler à tourner la page. Mais le fait que les béquets participent à cette commémoration de l'abolition choque profondément. Le premier politique français à parler de crimes contre l'humanité, ce sera Fabius. Et en faisant ça, il relaie une des demandes des descendants d'esclaves. Eux la demandent parce que pour un crime contre l'humanité, toute prescription est rendue impossible. Et donc il est possible d'aller en justice. Fabius, lui, il le fait pour d'autres raisons. Il le fait parce qu'il se prépare à recevoir à l'Assemblée nationale Nelson Mandela, donc chef d'État de l'Afrique du Sud, qui est en tournée mondiale pour rencontrer de nombreux chefs d'État dans le cadre de la préparation de sa conférence. Et puis, il y a à côté de ça les militants qui manient le sujet depuis longtemps, comme le COFAD, et eux vont profiter de ces conditions favorables pour faire avancer la revendication des réparations. Et ça, à l'époque, c'est pas vraiment radical. Les Juifs ont obtenu des réparations matérielles et des indemnisations pour les crimes qui ont été commis contre eux. Les planteurs ont même été indemnisés pour la perte de leur cheptel, puisque à l'époque c'était un cheptel. Donc la règle judiciaire, elle est ainsi faite. Donc sur le modèle de la mission Matteoli, le COFAD appelle à estimer le préjudice subi, et pour lui la première étape c'est de qualifier le crime. En mai, il va organiser un colloque à l'UNESCO pour débattre de ce point, est-ce ou non un crime contre l'humanité ? Or, à partir du moment où la destruction des Africains a été planifiée par les puissances politiques, économiques européennes, par l'Église catholique, eh bien ça l'est. Et si ça l'est, le COFAD prévoit de porter plainte contre les institutions et les États qui ont participé et prévoit aussi de demander des réparations matérielles, morales et symboliques via des actes de repentance de la part des institutions qui ont participé sur un point précis. Là non plus, il n'est rien d'exceptionnel. Souvenons-nous que la SNCF avait dû donc reconnaître sa responsabilité dans la déportation des Juifs pendant le génocide qu'ils ont subi entre 1939 et 1945. Les penseurs de la créolisation, eux, ils organiseront un autre colloque où eux estiment que ça doit être posé plutôt devant les instances de l'ONU plutôt que viser un État particulier. Pour eux, l'intérêt de la période est grand. Et donc on voit qu'il y a de nombreuses voix qui s'expriment et puis des divergences politiques qui apparaissent. La loi Taubira, elle viendra du comité Devoir de mémoire, fondé l'année précédente et qui lui se défend complètement d'être militant. Lui, il veut interpeller, sensibiliser les élus. Donc il est mis en place au pays et ce sont des spécialistes du droit et des militants de cette question, des intellectuels aussi qui vont débattre lors de colloques. Et Christiane Taubira, qui est donc une ancienne indépendantiste devenue proche du PS, elle intervient dans ces événements. Et le 3 avril, dans le cadre des commémorations, ce comité Devoir de mémoire organise un colloque centré sur la reconnaissance de la traite et de l'esclavage comme crime contre l'humanité. C'est un colloque qui est soutenu par le Conseil régional et par le Conseil général de la Martinique et puis des communes de la Martinique. Serge Chalon, c'est un des principaux organisateurs. Il veut sensibiliser les élus donc à cette question. Il y a 2 élus qui sont engagés de longue date sur cette question, ce sont Luc Grenet et Garcin Malsa. Et le comité, il veut aussi ancrer la commémoration dans le présent.
Pendant ce colloque, le juriste Emmanuel Josse va faire une démonstration qui applique le crime contre l'humanité à l'esclavage colonial. Dedans, il exclut l'esclavage moderne et il insiste sur l'importance de la réparation morale, mais pour lui, il n'est pas question d'aller poursuivre les béquets. Et Taubira, elle sera complètement en phase avec cette démonstration, elle va d'ailleurs s'inspirer de son travail pour rédiger la loi. Et donc pour ces gens-là, tout l'enjeu, ça va être d'intégrer cette revendication, donc de la reconnaissance comme crime contre l'humanité, dans les commémorations officielles. Et ils vont y parvenir. Le projet de loi Taubira sera mis à l'agenda parlementaire en février 1999, et en mai 1999, le comité va organiser un nouveau colloque, cette fois un colloque international avec des afrodescendants de différents pays. Et la question des réparations, elle est beaucoup plus avancée dans les autres pays. Et ce qui va apparaître, donc, c'est le retard de la France, d'autant que Taubira a choisi d'enlever cette partie pour être sûre que sa loi passe, et elle assume complètement. Elle dit que, de toute manière, donner un prix, ce serait banaliser le crime. Pour elle, c'est un crime qui est irréparable. Elle voit plus une aide au développement ou bien l'annulation de la dette des pays africains et des sociétés anciennement esclavagisées. Et elle a aussi dû, et dans sa loi, Christiane Taubira, elle a aussi dû enlever le terme de déportation parce que les parlementaires blancs, ils considéraient que ça ne s'appliquait qu'aux juifs dans l'Holocauste. Donc la Shoah doit rester sanctuarisée. Il y avait aussi l'idée de mettre en place un comité de personnalité chargé d'évaluer le préjudice subi, ça aussi c'est squeezé. Et un député guadeloupéen tentera de remettre l'article de loi qui évoque les réparations, et le rapporteur Christiane Taubira rejettera son amendement. Les socialistes ont donc voté cette loi qui reconnaît l'esclavage et la traite négrière comme crime contre l'humanité, à condition de faire de l'Holocauste un crime incomparable et de bloquer définitivement la question des réparations matérielles sous forme d'indemnisation ou d'aide au développement ou même d'annulation de dettes. Et ils l'ont fait stratégiquement pour pouvoir, 3 ans plus tard, à la Conférence mondiale contre le racisme, avancer qu'ils ont été le premier pays à voter une loi qui reconnaît l'esclavage comme crime contre l'humanité, même si cette loi est purement symbolique. Donc ils l'ont fait pour un intérêt politique international. Pour finir, les mots de Malcolm X. Une de ses filles sera d'ailleurs très engagée dans le combat des réparations, on le verra dans les prochains épisodes. Malcolm X avait dit à propos des réparations « Si vous êtes le fils d'un homme qui avait un riche patrimoine et que vous héritez de la succession de votre père, vous devez rembourser les dettes que votre père a contractées avant sa mort. La seule raison pour laquelle la présente génération d'Américains blancs est en position de force économique est que leurs pères ont travaillé pour nos pères pendant plus de 400 ans sans être payés. Nous avons été vendus de plantation en plantation comme on vend un cheval ou une vache ou un poulet ou un boisseau de blé. Tout cet argent est ce qui donne à la présente génération de blancs américains la capacité de marcher sur la terre, la poitrine haute, comme s'ils avaient une sorte d'ingéniosité économique. Votre père n'est pas là pour payer, mon père n'est pas là pour encaisser, mais je suis là pour encaisser et vous êtes là pour payer. Il reste donc que depuis cette année-là, le 10 mai est la date de commémoration officielle de l'abolition par l'État. Et le 23 mai est la date de commémoration choisie par la société civile. Cette date rappelle le premier jour d'émancipation en Martinique et elle rappelle surtout la marche silencieuse à Paris de 40 000 descendants d'esclaves antillais, guyanais et réunionnais honorant leurs aïeux lors des 150 ans de l'abolition de l'esclavage. Du côté de la double peine, il y a les victoires individuelles qui souvent ne sont pas remarquées par la presse parce qu'elles se passent dans les huis clos des tribunaux. Et puis, quand le mouvement de l'immigration et des banlieues vient en nombre au tribunal, ça attire l'attention de la presse sur un dossier. Et ça a été le cas cette année-là pour M. El Idrissi qui avait refusé d'embarquer et qui comparaissait devant le tribunal correctionnel. Sauf que ses attaches familiales étaient en France. Et la commission d'expulsion avait prononcé un avis défavorable à l'expulsion. Il sortira donc libre du tribunal. Et puis, fin 97, une grève de la faim avait eu lieu dans le Lyonnais. Au bout de 16 jours, les grévistes avaient obtenu un réexamen de leur dossier. Ils avaient obtenu 5 réponses positives, 5 dossiers qui bénéficiaient donc d'un réexamen au cas par cas, une étude complète avec remise à... Mais les critères n'avaient pas été définis. On est début 1998 et ils attendent encore ce réexamen. Le projet de loi Chevènement sur l'immigration leur a donné un espoir. Et ils disent à la presse au mois de janvier que les critères d'examen des dossiers les inquiètent. Ils voudraient que la base de ce réexamen, ce soit l'ancrage familial. Ils ont l'impression que ça ne va pas forcément être le cas. Donc ils attendent les résultats, mais ils n'excluent pas d'avoir recours à une autre forme d'action dans l'année.
Or, il demande juste à ce que soit respecté le préambule de la Constitution française qui dit « Nul ne peut être puni 2 fois pour le même délit ». Et ils devront se résoudre à repasser à l'action. Au mois d'avril, 10 hommes entament une grève de la faim pour revendiquer l'abrogation de la double peine. Ils commencent le 10 avril et ils vont, à partir de là, recevoir de nombreuses visites de soutien, par exemple Jacques Gaillot ou bien le professeur Léon Schwarzenberg. Et c'est une grève qui a été filmée. Les protagonistes ont parlé longuement de leur combat dans le film « Histoire de vie brisée », réalisé par Bertrand Tavernier. Tavernier, c'est un cinéaste qui a l'habitude de témoigner de réalité sociale. Il a, par exemple, filmé les comparutions immédiates, il a aussi filmé la psychiatrie. Là, à l'époque, ce qui l'intéressait, c'était la forme de lutte, la grève de la faim, parce que c'est quand même très particulier, c'est un engagement personnel dangereux. Donc, il a suivi ces grévistes, et c'est vraiment un film à voir quand on s'intéresse à la question, parce que lui, il avait remarqué que ce qui manquait, c'était l'aspect humain. Et puis ça tombait bien, parce qu'au même moment, la CIMAD de Lyon lançait une campagne sur la double peine, et elle a vu dans ce film un outil intéressant pour sensibiliser, pour passer un message, et pour faire comprendre que derrière le statut administratif, il y avait des gens, et puis des gens qui se sont en général construits ici. Je m'appelle Abdel, j'étais ex-gréviste et porte-parole, et on m'a redésigné pour cette grève comme porte-parole. Voilà. Vous faisiez partie de la première grève de la fin. Je faisais partie de la première grève de décembre. Mais oui, je vous avais vu là. Oui. Décembre, ouais. Et on n'est pas content de ce qui s'est passé après. Et c'est pour ça que la grève a recommencé. On vous a fait des promesses. On nous a fait des promesses, effectivement. Après ça, on a arrêté. Et après notre grève, à Lyon, il y a eu ces expulsions et 2 morts. Ça nous a révoltés. Et on avait dit que si les promesses n'étaient pas tenues, la grève recommencerait. Et on est obligé de mettre nos vies en jeu pour qu'on soit entendu, pas écouté, mais entendu simplement. Je m'excuse, mais je vais parler un peu de Moka, mais très vite. Oui. J'ai été abrogé, j'ai le droit à rien. Hein. J'ai un récépissé, j'ai le droit à rien du tout. Ni au RMI, ni au chômage, ni à rien du tout. Ça fait 35 ans que je suis en France. Hein. J'ai travaillé, j'ai cotisé. J'ai plus cotisé que j'ai été au chômage. J'ai jamais été au chômage de ma vie. C'est simple. Que ce soit la sécurité sociale, que ce soit... Vous avez travaillé comme quoi? J'ai travaillé comme serveur, j'ai travaillé dans la plâtrerie peinture, j'ai travaillé... on le sait, mais on ne nous voit pas. Ça, je parle du gouvernement. On sait qu'on est là, mais ils ne nous voient pas. Les gens, que ce soit des juges, que ce soit des avocats, les gens qui connaissent nos vies au quotidien sont contre la double peine. Parce qu'elles voient ce qu'elle engendre. Mais les administrations, des gens qui ne voient que du papier, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils parlent de bouts de papier. Quand ils font 16 expulsions, c'est 16 bouts de papier. Quand il y a 2 morts, c'est pas comptabilisé en France. Ces 2 morts sont ignorés de la France. Ils sont complètement ignorés. Ça, c'est que dans le laps de 4 mois. Je ne parle pas du reste. Parce que les autres, on les a oubliés. Dis-moi, on n'en a jamais entendu parler. Mais depuis qu'il y a des événements, par exemple en Algérie, il y en a eu des morts. Il y en a eu des morts. Et pas 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5. Et c'est des êtres humains. C'est des gens qui avaient une famille. Il y avait des gens qui avaient des enfants. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à ces enfants? Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à ces enfants plus tard? C'est la France qui a expulsé votre père et c'est la France qui a tué votre père? Qu'est-ce qu'ils vont penser de la France? Et pourquoi, avec tout ça, avec toute la vie qu'on a menée, on aime la France. On aime la France. On se sent français. On nous a inculqué qu'on était tous égaux devant la loi. On a tous eu une peine de prison et souvent
plus dur que pour un Européen. Et en plus de ça, on nous refoule de notre pays. Nous, on dit c'est notre pays. Parce qu'on a grandi ici, on a une mentalité française, il faut dire la vérité. On nous voit, nous, mais il faut voir tous ceux qui sont restés derrière, qui sont morts. Nous, on est les simples vivants, les survivants. On est les simples survivants. Il y a tous ceux qui sont restés derrière et qui sont morts. Il y a tous ceux qui sont ailleurs et qui s'en foutent. Il y a tous ceux qui dorment dehors. Il y a tout ça. Nous encore, on est les gens qui avons pu rester ou revenir en France. Nous, on est défavorisés de la double peine. Déjà, nous, on est défavorisés de la double peine. Quand on voit qu'il y a des gens qui sont de l'autre côté et qui vivent dans les rues, ou même encore plus bas, ça veut dire dans les caves ou ailleurs, ou peut-être en train de se faire endoctriner, faire de futurs terroristes. Ce film aura une utilité. Il va par exemple pousser la députée Nicole Borvo à déposer un projet de loi mettant fin à la double peine en 2002. Donc il se lance début avril. Fin avril, une vingtaine d'associations soutiennent et appellent les Lyonnais à marquer leur solidarité par un jeûne de 28 heures. Elles expliquent dans leur déclaration qu'elles ne défendent pas les délinquants, elles défendent l'égalité de tous devant la loi. La mesure d'expulsion qui s'ajoute pour les étrangers à la peine d'emprisonnement, pour elles, c'est clairement discriminatoire et c'est en contradiction avec l'égalité républicaine. C'est un soutien qui va apporter beaucoup de signatures à la pétition qui circule à l'époque. Et dans les signatures, il y a des magistrats, même des avocats. Donc ces grévistes, ils sont 10 hommes, ils ont entre 30 et 45 ans. Et leur grève se passe au siège de l'association des jeunes arabes de Lyon et de sa banlieue, les JALB, et qui est le lieu où a débuté la lutte contre la double peine. C'est moi qui suis venu avec une idée, c'est de faire bouger. Hein, je voulais faire quelque chose. On a fait des démarches, on a convoqué des journalistes, tout ça. Ça n'a rien donné. Ça n'a strictement rien donné. J'ai dit, puisque c'est comme ça, alors moi, je vais faire la grève de la faim. Et c'est comme ça que j'ai fait une grève de la faim. C'est une grève de la faim qui a été préparée. C'est pas une grève de la faim qui a été faite, on arrive comme ça, bon... Il n'y a personne qui m'a dit, oui, il faut faire la grève de la faim, oui... Non, c'est... Mais par contre, j'ai trouvé des personnes derrière moi, le JALB. Pendant cette grève, un premier gréviste va être hospitalisé vers le 32e jour. À ce moment-là, donc après 32 jours, tous souffraient d'un amaigrissement proche du seuil critique, d'asthénie, de polyalgie, d'hypertension artérielle et d'hypoglycémie. Il y a un des grévistes qui arrêtera à cause des conséquences de cette grève sur la santé de sa mère. Et ils vont recevoir le soutien de nombreuses personnalités. Mouloud Aounit, la Mosquée de Lyon, la CGT Les Verts. Un rassemblement est d'ailleurs organisé en soutien. Aussi une occupation du siège du PS lyonnais qui va permettre de décrocher une entrevue avec la ministre de la Justice. Parce que dans les 30 premiers jours, des propositions ont été faites, mais c'était toujours des propositions au cas par cas. Or, eux, ils refusent d'en laisser un de côté. Je suis déçu parce qu'on m'a... Toute l'éducation que j'ai eue en France, je suis déçu. Le mensonge, j'ai l'impression d'avoir été dupé. Personnellement dupé, parce que j'ai essayé d'être franc, j'ai essayé d'être honnête. Et je m'attendais pas à ça, je m'attendais vraiment pas à ça. Quand on m'a dit la patrie de Voltaire, c'est ça. Je croyais que ça existait au temps de Balzac et... Dans les romans, ça, cette misère sociale, je pensais pas. Depuis qu'on m'a enlevé mes papiers, je suis descendu dans un monde que, avant, j'aurais même pas imaginé l'existence. Un monde de misère, de violence, de haine, mais incroyable. Pendant 10 ans, là, j'ai vécu dans... Ça fait depuis 84, vous vous rendez compte? 14 ans j'ai payé ça, j'ai fait une erreur à 19 ans. J'en ai 35 aujourd'hui, je la paye encore aujourd'hui. Alors qu'en prison, en 87, j'ai vu des gens en prison pour meurtre, pour viol d'enfants, assassinat. Je les revois au marché quand ils viennent faire leurs courses, ces gens-là, maintenant. Ils sont réinsérés, ils sont mariés avec des enfants, une villa, ils ont refait leur vie. Et moi, je suis encore en train de payer mes 80 grammes de hashish, de 84, il y a plus de 15 ans de ça. C'est ça la France, c'est ça la justice. Parce que la France, quand elle nous jette de l'autre côté, ça s'arrête là. Elle veut pas savoir ce qui se passe là-bas, où c'est qu'on va atterrir, qu'est-ce qui va nous arriver, quelle attache familiale on a là-bas.
Mais alors pourtant que à la télévision tous les soirs, ils disent oui, ils condamnent ce qui se passe. Et nous, ils nous envoient là-bas, c'est injuste, je comprends pas. C'est-à-dire il y a deux sortes de citoyens en France. Il y a peut-être même trois sortes. Nous, on est le dernier, on est on est le plus bas dans la société. Il y a les êtres humains, il y a les sous-humains, et nous, on est encore plus bas. Nous, on est pire que les déchets radioactifs. Alors, si on nous jette là-bas, on se demande même pas ce qui passe. Les déchets réactifs sont protégés. Toutes les fois qu'ils essayent de balancer des déchets radioactifs, ça bouge. Nous, on nous a jetés par milliers. On nous a humiliés, on nous a détachés de nos familles. Et on nous a jetés dans des pays qu'on ne connaissait pas. S'ils savaient simplement la souffrance morale que nous avons endurée, je ne parle pas de la souffrance physique, la souffrance morale. Comme je disais, on est meurtri à vie. C'est des cicatrices qui se fermeront jamais. Et de génération, les autres générations, ils ne vont pas oublier ça non plus. Toutes nos familles, elles ont voté à gauche pour Jospin. On y croyait, on s'est dit oui. Ces lois scélérates, c'était bien les revendications de ces politiques à l'époque. Ça leur a servi pour pouvoir prendre des votes. Mais il n'y a rien qui s'est fait. Déçu, mais vraiment déçu. Toi, tu as voté à gauche? Ma famille, mes parents, mes frères, mes sœurs, ça fait plus de 30 personnes, quoi, entre mes beaux-frères. Moi, j'aurais voté à gauche aussi. J'aurais cru, parce qu'ils disaient bien l'abolition de ces lois scélérates. C'était bien dans la campagne électorale, ça. C'était un slogan, pour pouvoir voter à gauche. Mais il n'y a rien qui s'est fait. Déçu, mais énormément déçu. Et plus ça va, je me dis, mais on nous a menti. Alors, nous, moi, en France, à l'école, on nous a menti. Quand j'ai appris la Marseillaise, on m'a menti. Vous vous rendez compte? Vous arrivez en Algérie en chantant la Marseillaise. Vous avez ça en tête, vous vous rendez compte? Il faut risquer votre vie. Il fallait pas. Bon, quand j'avais 18 mois, il fallait me dire vous êtes algérien, hein? Non, on va vous mettre dans une école spéciale, on va vous apprendre la culture de votre pays, on va vous apprendre ça. Non, moi en France, j'ai appris la culture française. J'ai appris les droits français. On m'a appris la Constitution. On m'a pas appris autre chose. Et après, on me dit, arrivé à 20 ans, on me dit non, vous n'êtes pas français, allez là-bas. J'arrive dans un pays où je comprends rien du tout. Pourquoi? J'ai tué personne. Pour quelle raison? Quel mal j'ai fait? J'ai l'impression qu'on fait, dans la société française, on est dans un couloir, une certaine marge, où il y a un flou au niveau des lois, et on navigue là-dedans et on n'arrive ni à sortir d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire la police, elle sait très bien qu'on est ici. Le commissariat de Saint-Priest, ils savent que je suis là. Quand je croise le commissaire, il me dit alors, Hassane, ça s'arrange pour tes papiers? Je fais ce que je peux, parce qu'il voit que je travaille maintenant, il voit que j'essaie de m'en sortir. Il me dit, il faut pas lâcher. Même les képis savent très bien que j'ai pas mes papiers. Mais eux, ils connaissent mon père, ils connaissent ma mère. Ça fait plus de 30 ans qu'on est installé à Saint-Priest. Ils nous connaissent, ils nous ont connus comme ça. On a évolué avec la commune, avec la ville, avec tout. On a tous nos souvenirs ici. Et là, on nous dit, non, on peut pas vous faire vos papiers, mais on peut pas vous expulser, alors on vous laisse là. Et il faut faire un peu de bruit. Il faut se laisser... En France, quand vous avez lu la Constitution, quand vous lisez l'histoire de France, mais ça colle pas quand vous vous rendez compte qu'il a fallu faire 31 jours, se priver de nourriture. C'est la pire des choses. On s'est privé de nourriture pendant 31 jours pour qu'on puisse, peut-être, le 32e jour, on va peut-être nous écouter. C'est ça, la France. C'est ça, la démocratie. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. À moi, c'est moi qui a mal dû comprendre. Quand je faisais mes études à l'université, j'ai dû je sais pas, où j'ai été naïf, où j'ai été complètement naïf, où je me suis planté, où on m'a menti, où c'est moi qui paranoïe. Quand il rencontre Elisabeth Guigou, elle va évoquer une circulaire en préparation à la chancellerie qui définirait restrictivement les situations dans lesquelles une interdiction du territoire pourrait être requise par les parquets. Et puis le même texte inciterait les procureurs à accéder aux demandes de relèvement des peines formulées par les doubles peines. Cette directive, elle rappellera aussi la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui refuse l'expulsion de personnes ayant toutes leurs attaches familiales dans le pays d'accueil et aucune dans le pays d'origine. Et dans l'immédiat, Elisabeth Guigou dit qu'une commission de concertation va réunir administration et associations. Mais au 42e jour, leur état de santé est inquiétant et il ne se passe pas grand-chose. Le 42e jour, ça commence à être vraiment dangereux parce que quand les gens ont passé le cap de la fonte musculaire, ils risquent des carences en vitamines qui sont susceptibles de laisser des séquelles. Donc en voyant ça, les nombreux soutiens, les soutiens se renforcent. Et leur action, leur détermination, elle va propulser la question de la double peine au niveau national et des associations, des syndicats, des partis politiques, des personnalités vont se mobiliser pour les soutenir dans leur tentative de faire plier le gouvernement. Dans les soutiens, on trouvera par exemple le collectif des sans-papiers du 15e qui appelle à répondre favorablement à leurs revendications et une nouvelle manifestation est organisée dans le Lyonnais. Il va aussi y avoir un parrainage républicain. Dans ce parrainage républicain, les parrains
réclament une assignation à résidence avec un contrat de travail. Et dans les parrains, on va retrouver le maire PCF de Vénissieux ou bien le boxeur Hassan Cherifi. Mais le gouvernement ne bouge toujours pas. Et donc au 49e jour, Lionel Jospin et Jacques Chirac reçoivent un déluge de communiqués de personnalités et d'organisations qui leur demandent d'user de leur droit de grâce. Face à cette pression, le cabinet de Lionel Jospin envoie un médiateur. Une délégation vient le rencontrer et finalement il accepte d'aller au local rencontrer les grévistes de la faim. Pourquoi toute cette retenue de la part des socialistes? Eux, ils s'estiment pris en otage. Mais vu l'ampleur politique que ça prend, ils vont finalement signer un accord avec les grévistes de la faim qui accorde 6 mois d'assignation. Si au bout de ces 6 mois, il n'y a aucun fait nouveau, les grévistes de la faim peuvent obtenir une carte d'1 an. Et puis même chose, si aucun fait nouveau, ils peuvent obtenir la carte de 10 ans. L'accord qu'ils signent confirme aussi que sera mise en place une commission interministérielle, celle dont avait parlé Elisabeth Guigou, qui va avoir pour vocation de régler le problème de la double peine dans sa globalité. Rien ne viendra de ce côté finalement. Dans un premier temps, l'accord ne concerne que les 10 grévistes de la faim lyonnais, mais c'est déjà énorme. Et donc ils vont rompre leur jeûne avec leur soutien. Et Jean Costil, qui avait fait la toute première grève de la faim contre la double peine, précise à l'époque que ça prendra 2 ans pour se remettre de cette grève. L'année dernière, il y a 1 an, avant que les 10 ne prennent leur grève de la faim, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, qu'on a rencontrés, nous ont dit « Il n'est pas question de régulariser ou d'abroger ou d'assigner à résidence ou de faire quoi que ce soit pour ces 10-là. » 52 jours plus tard, ils ont lâché les assignations à résidence avec droit au travail pour tous. C'est très grave. C'est très grave parce que ça montre que la loi n'a pas de sens, fondamentalement. Et pour conclure, ils vont organiser un meeting-débat, comme ça se fait en général. Quand on est au bout d'une lutte, on formalise la fin et ça permet aussi de faire le bilan, d'évaluer ce que cette lutte a permis d'apporter. Alors la presse raconte que 2 militants du MIB interrompront ce meeting. Furieux, donc je cite, « Furieux, ils dénoncent les associations présentes, les JALB, le MRAP et le GISTI, leur rapport ambigu avec les institutions et leur manque de radicalité. Quant aux JALB, ils auront leur local fermé peu après. Et ils l'analysent comme une forme de sanction pour avoir soutenu cette grève de la faim. Et après ça, ils rejoindront le mouvement pour un syndicat associatif qui, lui, proteste contre la baisse des fonds publics politique de la ville et contre le fait que certaines associations sont saquées. Ce syndicat va demander plus de transparence dans l'attribution des subventions du FAS, qui est à l'époque le principal bailleur des associations d'immigration. Et ce mouvement-là, ce syndicat, il est initié depuis la ville de Lille et avec notamment quelqu'un comme Karim Mansouri. Cette année-là, le MIB sera très actif. On le verra notamment faire irruption sur le plateau télé de Gérard Holtz avec des familles de double peine. Ils viennent décerner un carton rouge à Monsieur Jospin et la Coupe du Monde du plus grand expulseur à Chevènement. Et ils occuperont aussi le siège du mouvement des citoyens dont Chevènement est le président pour protester contre la double peine. Et du côté des violences policières, il va y avoir en 98 des émeutes dans le centre commercial de la Pardieu. 300 jeunes des cités vont s'affronter avec la police. Au mois de juillet, la justice va prononcer un non-lieu pour le policier responsable de la mort de Youssef Caïf au Val-Fouré en 91. Si vous vous souvenez, pendant les révoltes, une femme flic était morte. Un jeune du quartier prendra 10 ans pour cette mort. Donc toujours pareil, selon la qualité de la victime et de l'auteur, la gravité du crime varie. Et puis, le 13 décembre 1998, à Toulouse, 2 jeunes sont poursuivis par la police. Ils tentent de s'enfuir de la voiture et les 2 policiers dégainent leurs armes. Et malgré ça, les 2 jeunes s'enfuient. Un premier sort de la voiture et part en courant. Et le deuxième n'a pas le temps de sortir de la voiture. Le policier se jette sur lui et le coup part à bout portant. Habib ne meurt pas sur le coup, il arrive à traverser la route et il s'écroule contre une voiture. C'est là qu'il mourra, paix à son âme. Les policiers l'ont laissé mourir comme un chien. Et ça va mettre le feu aux poudres à Toulouse. Donc pour ça, Toulouse, 1998, c'est un moment important, ces révoltes.
parce que finalement toutes les humiliations passées se règlent, comme c'est toujours le cas avec les émeutes. Et un jeune dira d'ailleurs c'était notre 1789. Dans les émeutes, il y a un côté cathartique. Donc à Toulouse, historiquement, ce sont les émeutes qui ont duré le plus longtemps. Elles vont durer presque une semaine. L'État va faire venir des compagnies de police de toute la France, Paris y compris, avec des types qui attisent les choses, des types pas très fins, qui font vraiment escalader la tension. Le policier, lui, sera totalement soutenu par la corporation, mais même dès le départ, puisque les traces de la mort de Habib sont effacées. Et d'emblée, la justice retient la version policière. Or, un coup de feu ne peut pas partir tout seul. Une fois les émeutes passées, ce qui va se passer, c'est que 3 jeunes vont aller voir les associations dans le quartier. Ils se demandent qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour aider, et ils ont aussi l'espoir que l'affaire ne finisse pas par un non-lieu. Et ça se passe pas du tout bien. L'accueil qu'ils reçoivent est complètement décevant, et ils vont en conclure que c'est peut-être à eux de créer leur propre association pour notamment avoir la parole auprès des médias, parce que leur parole, leur point de vue est complètement escamoté. Ils créent cette association, ils l'appellent le 9 bis, ils arrivent à obtenir un local, et puis ça crée du passage, ça fonctionne. Et petit à petit, ils se mettent à faire de la politique, ils militent aussi pour les inscriptions sur les listes électorales, et ils s'inscrivent, on va dire, plutôt dans une démarche citoyenne. Ils apprennent qu'un événement se donne à la mairie de Toulouse, au Capitole, donc ils y vont dans l'espoir de croiser Dominique Baudis et leur soumettre un projet qu'ils ont dans le cadre de la politique de la ville et qu'ils n'arrivent pas à faire soutenir parce que la politique de la ville, elle finance d'autres choses. Et ils parviennent à l'attraper et ils lui demandent pourquoi il envoie des policiers au lieu d'envoyer des éducateurs au quartier. Ils demandent aussi, ils ont plein de questions, ils demandent pourquoi les entreprises de ZFU elles ne recrutent pas les gens du quartier. Ils lui reprochent de ne pas avoir présenté de condoléances après la mort de Habib. Et le maire esquive complètement avec mépris et il leur met Djilali Layani dans les pattes. Quand ils voient comment le maire les traite, ces jeunes-là se rappellent que quand une milice armée s'était montée dans le quartier après les émeutes, cette milice avait demandé à rencontrer le maire et le maire avait accepté. Et ils se disent si la milice est traitée avec des égards, c'est peut-être parce qu'elle vote. À partir de là, ils se mettent en tête de faire sauter le maire au municipal de 2001 en incitant les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales. Début 99, le 27 mars, ils vont préparer une manifestation. Le 27 mars, c'est la Saint-Habib et ils préparent un tract. Ils diffusent ce tract sur toute la ville pendant une semaine. Et alors, ils voulaient que leur manifestation ne ressemble pas aux manifestations habituelles avec des banderoles, etc. Donc, ils vont mobiliser des commerçants pour qu'ils fournissent du lben et des dates pour le jour de la manif. Ils veulent que ce soit un moment important, singulier et surtout un hommage. À cause de la dureté des révoltes, il y a beaucoup de gens qui craignent de participer à la manifestation. Donc, ils vont aussi organiser un service de sécu. Pour cette marche, ils ont aussi consulté les habitants et les éducateurs pour mettre en commun les revendications de tout le monde. Donc au final, la marche, elle aura pour mot d'ordre pour l'emploi, contre toutes les discriminations, pour la justice, l'emploi et l'éducation. Et donc le 27 mars, ils se lancent. 5000 personnes vont participer à cette marche. Et une fois arrivés au Capitole, ils vont d'abord faire les prises de parole, puis faire une minute de silence en mémoire de Habib et terminé par un cri monumental des 5000 personnes, un cri de colère. Et une délégation aurait dû les recevoir, mais la mairie est fermée, il n'y a personne, et ils trouvent ça très insultant, même si c'est un samedi. Et ça leur met vraiment le diable, ce mépris, cette indifférence. Et donc dans les temps qui suivent, ils vont tomber dans la facilité, déraper, jusqu'à se faire attraper et faire un petit temps en prison. Quand le torchon local de la Dépêche du Midi apprend qu'ils ont été jugés et condamnés pour une bêtise, le journal se réjouit et publie un article intitulé « Le double visage des 3 malfrats toulousains ». Double visage, double discours, l'arabe est fourbe d'après la race supérieure. Et on voit bien là-dedans que tous ceux qui voyaient d'un mauvais œil que les jeunes s'organisent avec le 9 bis, eh bien, se frottent les mains de les voir tomber. Avec tous les courriers qu'ils reçoivent pendant qu'ils sont enfermés, ils réalisent qu'en fait, ce qu'ils avaient fait, ça avait du sens. Et ça avait eu un impact aussi, ça avait fait du bruit. Et quand ils sortent, ils restent accrochés au 9 bis, parce que eux, c'est l'outil avec lequel ils dénoncent, ils revendiquent, et ils évoquent les contrôles aux faciès, les passages à tabac, etc.
Au final, en 2001, le policier prendra 3 ans avec sursis. Mais ce qu'ils ont tenté de construire, ça reste un moment important de l'histoire des luttes à Toulouse, parce que à partir d'un fait extrême, la mort de ce jeune des mains de la police, ils ont analysé la situation du quartier, ils se sont organisés politiquement, ils ont aussi tenté de le faire en portant un regard très critique sur la politique de la ville et en ayant bien conscience de tout le système de corruption qui était en place pour leur empêcher de s'organiser et pour leur empêcher de parler. Et donc, même si c'était extrêmement dur et même s'ils n'ont pas obtenu les résultats qu'ils espéraient avoir, ça reste une lutte tout à fait importante de l'histoire de la ville et surtout de l'histoire des quartiers toulousains. Un représentant du MIB descendra à Toulouse pour cette occasion. C'est vrai que les jeunes avaient rencontré beaucoup d'organisations à l'époque. Bon, ils ont écouté tout le monde, mais ils ont gardé une forme d'autonomie assez forte dans tout ce qu'ils ont construit à l'époque. On peut les entendre dans un film qui a été tourné et qui leur donne largement la parole. C'est Du bruit, de l'odeur et quelques étoiles. Bon, le film, musicalement, est pas très réussi, mais toute la partie témoignage des jeunes, elle est vraiment précieuse. De tout ça, Jean-Pierre Chevènement, de toute manière, n'en a que faire. C'est l'année où il traitera les jeunes de banlieue de sauvageons. Cette année-là, il y a d'autres luttes plutôt affiliées à la gauche, comme quand, depuis le Mas du Taureau à Vaux-en-Velin, des chômeurs vont partir, et parmi lesquels quelques militants du MIB, parce que cette fin d'année 90, elle marque le début de l'organisation des chômeurs et des précaires, donc il y a beaucoup de manifestations sur ce thème. Et là, les Lyonnais vont rejoindre une manifestation nationale prévue le 7 mars à Paris. Et côté judiciaire, il y a 2 affaires assez notables en 98. D'abord le procès Chalabi, qui était donc le procès d'un réseau supposé de soutien logistique aux maquis islamistes du GIA en Algérie. Un procès assez monumental qui a déjà été évoqué dans ce podcast et qui avait été organisé à l'intérieur de Fleury. Ce qui avait de vraiment notable et qui est finalement très caractéristique des cas d'islamophobie d'État où on nous annonce l'ennemi public numéro 1 et où après, quand ça passe devant la justice, eh bien, ça se dégonfle comme un ballon de baudruche. Eh bien, ce procès Chalabi, on s'en souvient comme de celui où il y a eu un nombre très important de relax. Les gens étaient quand même poursuivis pour association de malfaiteurs. Donc comment est-ce qu'on peut poursuivre ? Donc on poursuivait des gens pour association de malfaiteurs, pour au final dépenser énormément de moyens dans un procès spectacle qui finira avec 37% des prévenus reconnus non coupables du chef d'association de malfaiteurs, qui est le fondement habituel des procédures judiciaires en matière de terrorisme. Ces personnes qui étaient poursuivies pour association de malfaiteurs, elles vont être condamnées à 1 à 8 mois de prison, en général avec sursis pour des délits de type infraction à la législation sur les étrangers ou bien recel d'objets provenant de vol, ce qui est quand même très loin de l'association de malfaiteurs. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, elle portera un regard très très dur sur la législation française en matière de lutte antiterroriste. Et en parlant de ce procès Chalabi organisé à Fleury-Mérogis, elle condamnera le travail des juges d'instruction spécialisés, notamment Jean-Louis Bruguière et puis le substitut Bernard Fosse, qui avait requis des peines de prison à l'encontre de tous les prévenus. Et l'autre affaire marquante de 98, eh bien, c'était celle de Guy Georges, surnommé le tueur de l'Est parisien, un tueur en série qui avait assassiné 7 jeunes femmes entre 91 et 97. Et on se souvient dans la manière dont la presse racontait cette histoire que dans l'esprit des policiers, cet homme noir était une bête fauve. La chasse à l'homme qui a permis de l'arrêter a duré assez longtemps, en particulier parce qu'à l'époque, il n'existait pas de fichier national d'empreintes génétiques. Donc c'est l'affaire Guy Georges qui a déclenché la mise en place du FNEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques, censé permettre l'identification et la recherche des auteurs d'infractions à l'aide de leur profil génétique. Et à cette époque, il y avait quand même un certain nombre de psychopathes qui sévissaient en France, mais la race a joué un rôle très fort dans la manière dont la police et les médias ont envisagé ce tueur en série en particulier. En fait, tout ce qui est dit à propos de lui laisse penser qu'il est d'essence sauvage, contrairement à un Michel Fourniret ou à un Francis Holm. C'est-à-dire que et puis aussi, les policiers ont eu énormément de difficultés à l'attraper. Et quand on les entend raconter comment ils ont fait une espèce de haie, alors c'est pas une haie d'honneur, mais un comité d'accueil le jour de l'arrestation de Guy Georges, le jour où il a été emmené au quai des Orfèvres, on perçoit à quel point le fait que c'était un homme noir, ça a joué un rôle important dans l'énergie qu'ils y ont mise. Pour eux, le succès de cette traque,
C'était une victoire presque s'il avait continué de leur échapper, ça aurait été une blessure narcissique, presque. C'est comme ça qu'on le ressent quand on écoute les policiers en parler. Alors que chez cet homme, il n'y a pas plus de barbarie que chez n'importe quel autre tueur en série, en fait. Donc c'est vraiment l'histoire que les policiers se racontent par rapport à cette traque et par rapport à cet homme noir en particulier. Et le fait qu'il ait tué de jeunes filles blanches et que donc se joue l'innocence blanche face à la bestialité noire, voilà, c'est tout ça qui se dessine quand on écoute les policiers parler de l'arrestation et de la traque de Guy Georges. Donc il n'est pas surprenant qu'ils aient voulu légiférer après, c'est-à-dire marquer ça dans l'histoire, parce que pour eux c'est vraiment une chose inoubliable, et d'ailleurs un film a immortalisé cette histoire. نسجن السوثور ذي زمان ورنو يسكفان وسنزوت فانطازي وريلي ذي شمي جان ذنك قضنجع القرار يذن ذالوين كني بغا يشفل الهوان ولي فرض مكان الدير نادي الدوني كني بغا يشفي الهوان ولي فرض مكان الدير نادي الدوني نزمري ورفان ذي الخيق نزمر صديق نزمري لذي المحنام ثالف النغذا شويق تتسره ذو حذيق بنذمر نسعي ثسام وري غرق وري تسعريق لتسعنق ذي الديق لقرار الديري للبدا وري غرق وري تسعريق لتسعنق ذي الديق لقرار الديري للبدا قرايقي حني شرزور نربيح توسر نقرب ذهب ورديس نعوق ذي الزمان وفضيح نجرد بجاجيح تزمد تذكر الحديس حدنت العوايد ورنفريح غفر برنكشيح نقار مرحبا زدوك جيس عدنت العوايد ورنفريح